consiste à rechercher et élaborer des compromis, sa force résultant de l'effort de conciliation des opinions et des points de vue différents. Les décisions qui sont discutées au sein des Nations Unies sont acceptées sous forme de résolutions ou ne le sont pas. Comme le disent les diplomates, ces décisions passent ou ne passent pas. Et toute action ensuite de tout État visant à contourner cette pratique est illégitime, contraire à la Charte des Nations Unies et va à l'encontre du droit international. Nous savons tous qu'après la fin de la guerre froide, nous le savons tous, il y a eu plus qu'un centre de domination dans le monde entier. Et ceux qui se trouvaient au sommet de la pyramide ont été tentés de penser, puisque nous sommes aussi forts et exceptionnels, personne ne sait mieux que nous ce qui est possible, ce qu'il faut faire. Et par conséquent, il n'y a plus à compter, il n'y a plus à prendre en compte les Nations Unies, puisqu'il arrive de toute façon très souvent que cette organisation gêne et ne fasse que mettre des bâtons dans les roues au lieu d'adopter des décisions afin de légitimer les actes nécessaires. Des rumeurs ont surgi alors disant que l'organisation, dans la forme sous laquelle elle a été créée, avait déjà rempli sa mission historique et était devenue obsolète. Naturellement, le monde change et l'ONU doit aussi s'adapter à cette transformation. La Russie est prête à contribuer à cet effort avec ses partenaires sur la base d'un large consensus, mais nous considérons comme étant extrêmement dangereuses les tentatives qui visent à ébranler l'autorité et la légitimité des Nations Unies. Cela risque de conduire à l'effondrement de toute l'architecture des relations internationales et dans ce cas, il ne resterait plus aucune règle sinon la droit du plus fort. Ce serait un monde dans lequel l'égoïsme se substituerait au travail des un monde dans lequel il y aurait de plus en plus d'oppression et de moins en moins d'égalité des droits, de démocratie réelle et de liberté. Un monde dans lequel au lieu d'États véritablement indépendants, existeraient des régimes qui, de facto, seraient des protectorats et des territoires contrôlés de l'extérieur. Alors, comment définir la souveraineté nationale dont mes collègues ont déjà parlé? C'est avant tout la question de la liberté. Liberté de choix, liberté de choisir son destin pour chaque individu, pour chaque peuple et pour chaque État. Et d'ailleurs, chers collègues, dans cette même ligne se pose aussi la question de la légitimité étatique. Il ne faut pas ici jouer avec les mots. Chaque terme de droit international, chaque dossier international doit être clair, transparent et se fonder sur des critères qui sont compris de manière uniforme. Nous sommes tous différents. Et c'est là quelque chose qu'il faut respecter. Personne n'est obligé de s'adapter à un mode de développement unique qui serait reconnu une fois pour toutes par quelqu'un comme étant le seul valable. Nous devons tous garder présent à l'esprit le passé. Ainsi, il faut se souvenir de l'histoire de l'Union soviétique. Lorsque l'on exporte des expériences sociales, lorsque l'on exporte ses propres clichés idéologiques pour obtenir des changements dans tel ou tel pays, on débouche très souvent sur des conséquences dramatiques et sur un recul plutôt qu'au progrès. Cependant, on a l'impression que certains préfèrent répéter les fautes des autres plutôt que d'en tirer les leçons. Aujourd'hui, il s'agit de l'exportation des soi-disant révolutions démocratiques, une exportation qui se poursuit. Il suffit de voir de plus près ce qui se passe au Proche-Orient, en Afrique du Nord, dont aussi ont parlé les intervenants précédents. Naturellement, dans ces régions, des problèmes se posent sur le plan de l'ordre politique et social et les populations, les gens souhaitaient un changement. Mais que s'est-il passé en réalité? L'intervention agressive extérieure n'a guère débouché à des réformes des institutions de l'État. Le mode de vie tout entier a été anéanti et plutôt que le triomphe de la démocratie et du progrès, on a pu voir la pauvreté, la violence et la catastrophe sociale. Et les droits de l'homme, y compris le droit à la vie, ont été gravement obérés. On a envie de demander à ceux qui sont à l'origine de tout cela, est-ce que vous prenez au moins conscience de ce que vous avez fait?
Mais je crains que cette interrogation ne reste lettre morte, car les politiques qui se basent sur la confiance en soi excessive et le principe d'exclusivité et la certitude de l'impunité perdure. Il est actuellement évident que le vide politique qui s'est instauré dans certains pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord a eu comme répercussion l'apparition de zones d'anarchie qui ont immédiatement commencé à attirer extrémistes et terroristes. Des dizaines de milliers de terroristes sont déjà venus combattre sous les drapeaux de ce qu'on appelle l'État islamique, avec parmi eux d'anciens soldats irakiens qui, en 2003, se sont trouvés à la rue à la suite de l'invasion militaire en Irak. Le recrutement est également organisé par le biais de la Libye, dont les structures étatiques ont été démantelées suite à la violation flagrante de la résolution de 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en ce moment, des membres de l'opposition syrienne dite modérée et soutenue par l'Occident adhèrent à ces mouvements radicalisés. On leur donne des armes, on leur fournit une formation militaire et ensuite ils se retrouvent du côté de l'État islamique. Et l'État islamique lui-même n'est pas non plus apparu de nulle part. Il a été au départ nourri et choyé car apparaissant comme un outil de lutte contre des régimes laïcs indésirables. Une fois sa ligne de déploiement acquise en Syrie et en Irak, l'État islamique continue inexorablement sa progression vers d'autres territoires pour assurer sa domination dans le monde islamique et au-delà. Et son intention manifestement est loin de se borner à ses projets. L'état de choses actuel est donc plus que dangereux. Dans une situation pareille, il est hypocrite et irresponsable de dénoncer solennellement la menace du terrorisme international, tout en fermant les yeux par ailleurs sur les canaux de financement et de soutien aux terroristes, notamment le trafic de drogue, la contrebande de pétrole et d'armes. Il est aussi responsable de manipuler ces réseaux extrémistes afin de les engager à son propre service pour défendre ses propres fins politiques, tout en espérant ensuite de leur régler leurs comptes et de les exterminer, de les anéantir. Ceux qui se comportent ainsi doivent l'entendre, mesdames et messieurs. Vous avez affaire là à des gens cruels, mais absolument pas stupides pour autant et pas primaires. Ils ne sont pas plus bêtes que vous et on ne sait pas en définitive qui manipule qui. Les données récentes sur les transferts d'armes à l'opposition modérée, entre guillemets, en sont la meilleure preuve. Nous considérons que toute tentative de flirter avec les terroristes ou voire de les armer, et une approche myope qui risque de provoquer l'incendie et de faire déborder la menace terroriste qui pourrait se propager à de nouvelles régions de la planète. D'autant plus que dans les camps d'entraînement de l'État islamique se retrouvent des combattants en provenance d'un peu partout, y compris de pays européens. Malheureusement, et je le dis très clairement, la Russie ne fait pas exception sur ce plan. Nous ne devons pas tolérer que les criminels qui ont déjà flairé le sang puissent ensuite revenir chez eux et y continuer leur œuvre sinistre. Nous ne souhaitons pas que cela se passe ainsi et je crois que personne ne souhaite que cela se passe ainsi. La Russie s'est toujours prononcée de manière ferme et conséquente contre le terrorisme en toutes ses formes. Aujourd'hui, nous apportons un soutien militaire et technique à l'Irak, à la Syrie et à d'autres pays de la région qui mènent le combat contre les groupements terroristes. Nous pensons que c'est une grave erreur que de refuser de coopérer avec les autorités et l'armée gouvernementale syrienne, alors qu'ils font preuve de beaucoup de courage en affrontant la terreur. Il faut aussi reconnaître qu'il n'y a plus personne d'autre en Russie qui mène le combat contre l'État islamique et autres organisations terroristes, sinon l'armée gouvernementale du président Assad. Nous savons les problèmes de la région, nous savons ses contradictions, mais il faut partir de ces réalités. Chers collègues, je dois aussi souligner que cette approche honnête et directe a été récemment utilisée comme un prétexte pour accuser la Russie de faire montre d'une ambition croissante, comme si ceux qui le disaient n'avaient pas eux-mêmes certaines ambitions. De fait, il ne s'agit pas ici des ambitions de la Russie, chers collègues, mais du fait qu'on ne peut tolérer la situation qui est en train de se développer dans le monde. Dans la réalité, nous proposons de suivre les valeurs et les intérêts communs et non pas de nous inspirer d'ambitions quelconques et d'unir nos efforts sur la base du droit international pour résoudre les problèmes qui se posent et pour
créer une véritable coalition à portée mondiale contre le terrorisme, contre le IEL et qui pourra rallier les forces prêtes à agir comme on l'a fait contre le nazisme. Et naturellement, les pays musulmans sont des éléments clés de cette coalition, car non seulement l'État islamique représente pour une menace directe, mais bien au-delà, par leurs crimes sanglants, les terroristes profanent l'une des plus grandes religions qui soit, l'islam. Les idéologues des combattants islamiques se moquent de l'islam, le dénaturent, le privent de ses valeurs humanistes. Je voudrais aussi également cette question pour lancer un appel aux maîtres spirituel du monde musulman. Plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de votre autorité, de votre prêche pour prévenir les inconscients, la démarche inconsciente de ceux qu'on essaie de recruter, mais aussi pour essayer de venir en aide à ceux qui étaient dupés, qui, à suite de différentes circonstances, se sont retrouvés dans les rangs des terroristes. Il faut les aider à revenir à la vie normale, à déposer les armes et à mettre fin à leur lutte fratricide. Dans quelques jours, le Conseil de sécurité la Russie plutôt, va présider une réunion du Conseil de sécurité au niveau ministériel qui sera consacrée à une analyse en profondeur des menaces qui existent dans l'espace du Proche-Orient. L'idée est avant tout de discuter d'une nouvelle résolution visant à coordonner les démarches de toutes les forces qui font face à l'État islamique et à d'autres structures terroristes. Je le répète, une telle coordination doit se fonder sur le respect des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Nous comptons que la communauté internationale saura élaborer une stratégie globale de stabilisation politique et de redressement social et économique du Moyen-Orient. Alors, mesdames et messieurs, il ne sera plus nécessaire de construire des camps pour accueillir les réfugiés. Aujourd'hui, les personnes forcées de quitter leur pays d'origine déferlent sur les pays voisins d'abord et ensuite sur l'Europe. Et l'on compte déjà par centaines de milliers et bientôt par millions ces réfugiés. Il s'agit là d'une nouvelle et tragique grande vague de migration et une leçon pénible à tirer, notamment pour les Européens. Je voudrais souligner que les réfugiés, sans aucun doute, ont besoin de compassion et de soutien. Mais pour venir à bout de ce problème, il y a d'autres remèdes que de rétablir les structures de l'État là où elles ont été anéanties, ceci par le renforcement des institutions étatiques encore intactes ou en cours de reconstitution, grâce aussi à la fourniture d'une assistance militaire, économique et matérielle aux pays en difficulté et naturellement par une assistance apportée aux personnes qui, malgré les épreuves, ne quittent pas leur pays. Il va de soi que toute assistance apportée aux États souverains ne doit pas leur être imposée, mais doit être proposée en pleine conformité avec la Charte des Nations Unies. En d'autres termes, tout ce qui est fait, tout ce qui sera fait doit l'être conformément aux normes du droit international et doit être approuvé et appuyé par l'ONU, Organisation universelle. Tout ce qui va à l'encontre de la Charte des Nations Unies doit être rejeté. Et avant cela, il est essentiel, je crois, de procéder à la reconstitution des structures étatiques en Libye. Il faut soutenir le nouveau gouvernement en Irak et accorder tout l'appui nécessaire au gouvernement légitime de la Syrie. Chers collègues, le maintien de la paix et de la stabilité au niveau régional et mondial reste la priorité essentielle de la communauté internationale avec à sa tête les Nations Unies. Il faut ici créer un espace commun de sécurité égale et indivisible, de sécurité qui s'appliquerait à tout le monde plutôt que de favoriser un cercle restreint. C'est vrai que la tâche sera difficile et longue, mais nous n'avons pas le choix. Cependant, la mentalité de bloc du temps de la guerre froide et le désir d'explorer de nouveaux espaces géopolitiques dominent toujours l'esprit de certains. Le premier pas était de poursuivre l'élargissement de